Bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue donc à cette édition de Scène de Presse. Docteur Cyril Tolo, bonsoir. Bonsoir Madame Mebenga. Alors, vous êtes le président du comité ad hoc chargé du suivi des infrastructures sportives au ministère des Sports dans le complexe sportif de Lembe, c'est bien cela? Tout à fait Madame. En face de vous, Cyril Kingé Mbépé, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Scène de Presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, bonsoir au docteur Tolo, bonsoir à tous les téléspectateurs. Complexe sportif d'Olembe, quand 55 milliards déchaînent les passions, le décret du président de la République habilitant le ministre de l'économie à contracter un crédit pour ce montant continue de faire les choux gras de la presse et des réseaux sociaux destinés au financement des travaux d'achèvement du complexe d'Olembe. Cette enveloppe remet au goût du jour une certaine polémique et fait donc couler beaucoup d'encre et de salive ce soir. Scène de Presse va essayer de séparer le faux du vrai. Également au menu de votre émission ce soir, les chantiers routiers, la traditionnelle revue des infrastructures s'est tenue cette semaine. Ici même à Yaoundé, une cinquantaine de projets ont été évalués. Entre les retards et les livraisons des chantiers, Scène de Presse cherche sa voie. Mais en attendant, Franck Evina signe la revue de presse portant sur le complexe sportif de Lembe. À tout de suite. Selon Mutation, le chantier de l'autoroute Yaoundé-Simalène déroute. Le quotidien de la rue de l'aéroport dénonce en effet les pesanteurs autour de cette infrastructure routière. Émergence relativise. À propos de l'autoroute Yaoundé-Douala, Émergence signale que le ministre des Travaux publics a rassuré les prestataires comme sur les travaux de l'axe Tonga-Kalong où, d'après le quotidien de la rue de l'aéroport, l'adjudicataire Sino Hydro tient la bonne pioche pour livrer les travaux de réhabilitation de ce tronçon avant la date échéance du 19 juillet prochain. EcoNews indique que cette entreprise a donné des garanties au ministre des Travaux publics lors de la revue des projets. Nous revenons donc sur cette revue de presse de Franck Evina dans la deuxième partie de cette édition de Scène de Presse. Franck Evina qui nous parlera donc qui nous reviendra sur ce que la presse a dit sur les chantiers routiers. Dans cette première partie de votre émission, nous parlons bien du complexe sportif d'Olembe. Docteur Cyril Tolo, parlez-vous escalité dans ce dossier? Selon une certaine opinion, on dit non. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous n'avez pas qualité pour parler dans ce dossier de Lembe? Merci beaucoup Madame Mebenga. Je suis un fonctionnaire de l'administration. Je suis enseignant à l'université de Yaoundé 1 et je travaille au cabinet du ministre des Sports et vous connaissez les usages. Dans notre pays, on ne peut pas venir sur un plateau comme le vôtre, d'abord, premièrement, sans l'accord de sa hiérarchie et de deux, venir se prévaloir des titres que l'on n'a pas. Voilà, cela ne se fait pas sur le plan déontologique. Et je communique sur ce projet depuis une semaine aujourd'hui. J'ai été à la télévision nationale une fois, j'ai été au poste national également, pour l'instant, au niveau de l'administration, du ministère qui m'emploie aujourd'hui. En clair, vous êtes la bouche autorisée pour parler de ce dossier en ce moment.
pendant cette période-ci? Alors, mon ministre m'a autorisé effectivement à parler de ce dossier spécifiquement et je ne parle que de ce dossier. Peut-être on aurait souhaité que vous soyez ingénieur, que vous parliez en termes de qualité technique. Peut-être c'est ce qu'on aurait souhaité. Ben, je pense que le débat ne se pose pas sur le plan technique. Lorsqu'on parle de 55 milliards, doit-on être ingénieur pour expliquer le financement de projets, pour expliquer le management de projets? Un rappel, j'enseigne le management à l'université de Yaoundé depuis une dizaine d'années, voire un peu plus. J'enseigne la stratégie également. J'enseigne le management de projets dans un certain nombre d'universités, dont le Collège de Paris. Et je pense que si je suis auprès du ministre des Sports, c'est pour travailler avec lui et je suis son assistant dans le cadre des projets du CHAN et de la CAN. Donc je suis là pour parler justement de ce projet d'Olémbé. Alors vous avez lâché le montant tout à l'heure, 55 milliards de francs CFA. On l'a dit en termes de cette édition. Le président de la République a habilité le ministre de l'économie à contracter un crédit pour le financement de l'achèvement des travaux du complexe d'Olémbé. Alors dites-nous, ce complexe, combien coûte-t-il finalement à l'État du Cameroun? 163 milliards ou 218 milliards de francs? Alors, ce complexe ne coûtera pas 218 milliards comme certaines personnes essayent subrepticement ou alors véritablement de le faire admettre. En réalité, il y a un problème de calcul, Madame Mebenga. Voyez-vous, lorsque le gouvernement a signé avec l'entreprise italienne Gruppo Piccini un contrat commercial pour la construction du complexe sportif d'Olémbé, avec pour partenaire financier la banque italienne San Paolo, le montant du projet était de 163 milliards. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez lu le communiqué de Piccini, il n'a pas menti, il n'a pas démenti le coût du projet. Il s'avère que lorsque Piccini a arrêté les travaux, les décomptes qu'il a présentés au gouvernement, qui ont été validés par la Caisse autonome d'amortissement... Contrat résilié le 29 novembre 2019. Voilà, exactement. Alors, lorsqu'il arrête les travaux en 2018, 113 milliards sont effectivement consommés. Donc, il reste 50 milliards qui ne peuvent pas être tirés parce que à partir du moment où le contrat de Piccini a été résilié, de fait, le financement devenait forclos. Alors, ceux qui parlent de 218 milliards, en réalité, se trompent de calcul. Ils font un mauvais calcul. Ils disent 163 milliards plus 50 milliards. Non, 163 milliards, plus 50 milliards, plus 55 milliards, ce qui fait 218 milliards. En réalité, ce n'est pas ça. Le vrai calcul, c'est 163 milliards, moins 50 milliards, plus 55 milliards. Vous comprenez quelque chose? Non, c'est assez flou. J'explique. Oui. 163 milliards, moins 50 milliards, il reste combien? 113 milliards, plus 55 milliards. 180... Non, 168 milliards. Voilà ce que ça coûtera à l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voudrais comprendre. On dit qu'il y a 163 milliards au moment où Piccini signe l'accord de travail. Et à un moment, on dit non, c'est plutôt 113. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il y a donc un broglio. Mais alors, il s'est passé, en ce qui concerne les financements extérieurs, ce sont des financements où le montant signé n'est pas nécessairement le montant consommé. Ça veut dire que lorsque vous signez avec la banque italienne Intesa pour 163 milliards, l'entreprise va commencer à travailler et à générer des décomptes. Les décomptes sont liés à ces prestations. Et ce qui est payé, ce n'est pas le montant total du prêt, ce sont les prestations qui sont effectuées et dont nous avons les traces dans les décomptes. Et au moment où Piccini arrête le chantier en novembre 2018, le total des décomptes qu'il a fournis au MINSEP et que le MINSEP a transmis à d'autres instances qui ont été validées
et qui ont été transmises à la Caisse autonome d'amortissement pour que la banque italienne puisse faire les paiements à Piccini s'élèvent à 113 milliards. Mais pourtant, Piccini, justement, que vous citez, cette semaine, pond un communiqué dans lequel ils disent ne pas comprendre pourquoi on cherche encore 55 milliards. On cherche 55 milliards parce que le projet était de 160... S'agit-il d'un surcoût? Non, il ne s'agit pas d'un surcoût. De toute façon, ce n'est pas ce que Piccini dit. Piccini ne demande pas avoir utilisé 113 milliards. Piccini ne dit pas qu'au moment où il a arrêté le projet, il restait 50 milliards et que le gouvernement a pris cet argent. Le gouvernement ne pouvait pas le prendre puisque l'argent n'est pas au Cameroun. L'argent est en Italie et ne peut être payé qu'à l'entreprise italienne. Alors, donc, ce n'est pas un surcoût, justement parce qu'au moment où Piccini part, il reste un certain volume de travaux évalué à 50 milliards. Lorsque le gouvernement signe avec l'entreprise McGill, le gouvernement n'a pas les 50 milliards. Pourtant, également, je vous relance parce que l'entreprise McGill, au moment où elle signe le contrat, justement, annonce qu'elle n'attend pas l'argent de l'État du Cameroun pour lancer les travaux. Mais que l'entreprise finance les travaux en attendant leur fin. Effectivement, ça fait une année que, non, pas en attendant leur fin, en attendant que le financement extérieur se mette en place. Au moment où McGill signe avec le gouvernement, il dit au gouvernement, compte tenu de la procédure de recherche des financements jusqu'à la signature de la convention des financements, nous allons financer le projet sur fonds propres. Et si vous avez vu les images que j'ai fait publier, eh bien, tous ces travaux ont été réalisés par McGill sur ses propres fonds. Aujourd'hui, oui. Allez-y. Aujourd'hui que le financement a abouti, il faudra donc retirer, n'est-ce pas, les fonds que McGill a déjà mis sur le projet. Puis-je vous dire que depuis que McGill a signé son contrat avec le gouvernement le 3 janvier 2020, l'État n'y a pas injecté de fonds. Je voudrais quand même qu'on revienne sur Piccini. Cyril Kingeh a abondamment lu leur communiqué. Qu'est-ce qui a été la pomme des discordes entre le gouvernement du Cameroun et Piccini, sachant que partout, on vous a entendu dans les médias, vous dites partout que le gouvernement est satisfait du travail qui a été accompli par Piccini. Qu'est-ce que vous répondez à Piccini aujourd'hui? Pourquoi leur contrat est-il résilié? Piccini sait très bien pourquoi son contrat a été résilié. Il dit non, hein? Il le sait. En réalité, vous savez très bien que Piccini a arrêté les travaux au complexe sportif de Lembe pendant une année. C'est-à-dire entre novembre 2018 et novembre 2019. Pour quelle raison? Alors, la raison, en réalité, était indifférente sur des travaux supplémentaires que Piccini estimait avoir réalisés et que l'État n'a jamais remis en cause fondamentalement. Sauf que, sur la base du contrat, sur le plan légal, Piccini a présenté un avenant de 28 milliards à l'État, dont représentant le coût de ces travaux supplémentaires, mais l'État ne pouvait pas le payer pour deux raisons. Le code marché ne le permettait pas. Le code des marchés au Cameroun ne permet pas de payer les avenants avant la fin des travaux. C'est quand les travaux sont achevés que les parties s'asseyent, s'entendent sur le volume des travaux supplémentaires et les coûts induits. Et à ce moment, le maître d'ouvrage signe un avenant, qui est un document contractuel qui vient s'ajouter au marché de base. Ça, c'est ce que dit le code des marchés. La loi, c'est ce que dit la loi. Oui. Maintenant que le contrat est résilié, oui. Est-ce qu'on va encore attendre d'aller au terme des travaux alors qu'on a résilié un contrat ? Alors, en ce qui concerne Piccini, à partir du moment où son contrat est résilié, nous entrons dans une procédure contentieuse. Donc aujourd'hui, le gouvernement est dans une situation de contentieux avec l'entreprise Piccini. Alors, vous nous avez dit il y a quelques instants que le contrat global, le marché global va coûter à peu près 163 milliards oui. de francs CFA plus à l'État du Cameroun. Milliards. 163 milliards de francs. Il faudrait vraiment que ce soit clair dans la tête de chaque téléspectateur ce soir. Il s'agit bien de 163 milliards. Au départ. Mais ça, c'est... Je vais bien l'expliquer. C'est un problème... Alors, C'est-à-dire, on va à une banque, on dit, vous allez nous accompagner. La banque dit, je suis d'accord, je vous donne 168 milliards.
Je vous donne 163 milliards. Maintenant, on commence les travaux et la banque dépense il faut qu'on s'entende, 163 milliards ou 168 milliards, Dr Tolo? Alors, le montant initial du projet est de 163 milliards. Au jour d'aujourd'hui, il est de combien? Au jour d'aujourd'hui, avec les 55 milliards dont le président de la République vient d'autoriser la signature de la convention de financement, nous allons passer à 168 milliards. Donc désormais, c'est 168 milliards pour Olembe. Exact. Alors, 168 milliards de francs CFA, déjà 113 milliards de francs CFA utilisés, consommés. Exact. On pourrait en déduire que nous sommes pratiquement au bout du tunnel. J'espère que la régie va nous permettre de voir quelques-unes des images du complexe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ces images sont à l'image? Ces chantiers, ce que nous allons voir, ces réalisations que nous allons voir, est-ce qu'elles sont à l'image de l'argent qui a déjà été injecté dans ce projet? Tout à fait. Alors, l'argent qui a été injecté dans le projet est la contrepartie de travaux réalisés. La contrepartie de travaux effectivement réalisés, contrôlés et approuvés, et qui se traduisent par des décomptes. Donc aujourd'hui, le volume des décomptes que Piccini avait laissé, c'est 113 milliards. Oui. McGill aujourd'hui a injecté des fonds propres dans le projet qui tournent autour de 10 à 15 milliards, et lorsque le financement de 55 milliards arrivera, McGill, naturellement, récupérera son argent et se chargera d'achever les différentes composantes. Je parle de ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que cela reflète les montants déjà investis dans ce chantier-là, effectivement, dans ce complexe-là? parce qu'on ne peut pas payer des travaux qui n'ont pas été réalisés. Alors, on parle d'un hôtel? Tout à fait. On parle d'un hôtel, on parle d'un centre commercial. Tout à fait. On parle des terrains de tennis, on parle des terrains de tennis, de volleyball. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, qu'est-ce qui est déjà fait? Ah d'accord, je comprends mieux la question. Alors, ce qui est déjà fait et que vous avez vu lors du CHAN, c'est les 2 stades d'entraînement. Alors, les 2 stades d'entraînement ont d'ailleurs été utilisés. Alors, ce qui est déjà fait, c'est le stade principal, ça vous pouvez le voir. Hein, et dans le bâtiment, du stade principal, dans cet ensemble architectural, vous avez 2 autres composantes du complexe, donc l'hôtel de 70 chambres et le centre commercial qui sont également en cours d'aménagement. Autrement dit, par rapport au rétroplanning que McGill nous a présenté, à la fin du mois de novembre de cette année, nous aurons donc les 2 stades d'entraînement qui sont prêts, nous aurons le stade principal qui sera prêt, nous aurons l'hôtel qui sera prêt et le centre commercial. Alors, nous n'aurons pas les salles de conférence, nous n'aurons pas les salles de cinéma. Les salles de conférence sont situées dans l'aile nord avec l'hôtel. Elles seront également prêtes. Les salles de cinéma font partie de ce que nous appelons le centre commercial. Voilà, parce que dans le centre commercial, vous avez... Alors, vous parlez de centre commercial intégré, d'hôtel intégré. Il s'agit de quoi concrètement? Mais, si vous voulez, sur le plan architectural, le complexe sportif d'Olembe, son stade est tout à fait spécifique. Alors, les gens s'attendent à voir un hôtel en altitude. Combien d'étoiles? 5, hein? 5 étoiles. On annonce 5 étoiles. 5 étoiles, c'est ce qui est écrit dans le contrat. Mais en dernier ressort, n'oubliez pas, c'est le ministère du Tourisme qui donne les étoiles. Mais dans le contrat, il s'agit d'un hôtel 5 étoiles. Alors l'État avait vraiment besoin de ces 55 milliards pour pouvoir mener ces contrats, ces infrastructures à leur terme. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une préparation, comme il se dit partout, hein? Vous avez certainement Est-ce qu'il n'y a pas derrière un montage financier qui pourrait permettre d'avoir des rétrocommissions pour parler de manière claire? Sans les 55 milliards, le complexe olympique d'Olembe n'existerait pas ou n'existerait plus. Voilà comment le problème se pose. Sans cet argent, le complexe n'existerait pas. Sans les 55 milliards, le complexe n'existerait pas. On n'aurait que le stade. On n'aurait même pas le stade de manière fonctionnelle.
Il vous souvient que quand Pichini est parti, ce stade n'avait pas n'avait pas de pelouse, les vestiaires n'étaient pas aménagés, les 2 stades d'entraînement n'étaient pas fonctionnels. Donc, sans ces 55 milliards, le complexe sportif d'Olembe n'existerait pas du tout. Alors, vous garantissez aux Camerounais qu'en novembre, vous avez parlé de novembre, si j'ai bien compris, toutes ces infrastructures seront livrées. Alors, j'aimerais dire qu'en management de projet, la planification vous permet, lorsque vous disposez de ressources, de savoir à quel moment un certain nombre de tâches pourraient arriver à leur fin. Étant donné que maintenant, nous aurons l'argent attendu, puisque pendant 1 an, McGill a supporté le projet sur fonds propres, McGill ne pouvait pas continuer ad vitam aeternam. Maintenant que le financement est disponible, l'entreprise McGill nous a produit un retro-planning avec une priorisation des tâches que nous lui avons données et qui est liée à la CAN, qui fait qu'à la fin du mois de novembre, un certain nombre de composantes du complexe sportif d'Olembe seront prêtes. Des composantes qui ont quand même été revues, qui ont quelque peu été amendées par rapport au cahier de charges qui avait été confié à Pichini. Par exemple, à Pichini, on ne parlait pas d'héliport. Est-ce qu'il y avait un héliport dans les composantes, les composantes proposées? Non. Alors, c'est peut-être cela qui entraîne aussi un léger renchérissement du coût, puisqu'en réalité, comme je vous ai dit, il fallait 50 milliards pour achever le projet. Aujourd'hui, il faut 55 milliards. Donc, l'héliport est nécessaire parce que c'est une infrastructure importante. Imaginez qu'il y ait un incident, qu'un joueur a un problème, le temps de l'amener dans nos hôpitaux, il est plus facile d'évacuer justement les joueurs dans un hélicoptère plutôt que par la route. Alors, en ce qui concerne le volume de travail de Pichini, en réalité, il n'a pas véritablement bougé. C'est-à-dire, au départ, ce complexe devait comprendre un stade couvert de 60 000 places, il sera toujours là. Un hôtel de 5 étoiles de 70 chambres, il sera toujours là, et qui fait d'ailleurs 19 000 mètres carrés. Un centre commercial de 14 000 mètres carrés avec des salles de cinéma, des restaurants, des boutiques, ainsi de suite. Il sera encore là. 2 stades d'entraînement qui existent. Nous les avons utilisés pendant le CHAN. Alors, ce qui manque, un gymnase de 1000 places couvertes, une piscine olympique de 2000 places couvertes, 4 cours de tennis, des terrains de basket, de hand, de volley, 3 salles de cinéma. Les salles de cinéma sont intégrées dans le centre commercial. Donc, en clair, quand on livrera le chantier en novembre prochain, il n'y aura pas un certain nombre d'infrastructures, notamment la piscine olympique, les cours de tennis et tout cela. Tout à fait. Alors, mais on aura englouti les 168 milliards. Non, du tout. On doit comprendre, M. Ntolo. Je m'explique. Lorsqu'on aura fini l'ensemble du complexe, avec tous les modules, le coût attendu, sauf dérive temporelle, donc qui peut entraîner encore un léger renchérissement, le coût attendu est de 168 milliards pour l'ensemble du complexe. Alors, permettez-moi d'insister sur la livraison des infrastructures parce que, Cyril, on a bien en mémoire qu'en ce qui concerne Japoma, on n'a pas encore eu tout ce qui était prévu. On n'a pas encore les stades d'entraînement de basket, je crois, de basket et de hand. On n'a pas encore le gymnase, on n'a pas encore la piscine. Alors, est-ce que ça va être la même chose pour Olembe? Ces composants ne sont pas encore fonctionnels. La piscine est là, elle est quasiment achevée. Oui, bien sûr, la piscine est là, puisque je travaille également sur Japoma, la piscine est achevée, le gymnase est achevé. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un certain nombre d'équipements techniques qui doivent venir de Turquie. En ce qui concerne les stades de basket, d'un certain nombre de sports qui doivent être construits en plein air, eh bien, lors de la dernière réunion que nous avions eue avec les responsables de Yunegun, pour l'instant, la priorité est d'achever la piscine et le gymnase. Avant que nous n'allions, permettez-moi Cyril, permettez que nous écoutions quelque peu nos confrères de la presse écrite sur cette question, sur ce problème d'Olembe, sur ce complexe sportif d'Olembe. C'est dans cette revue de presse que signe Franck Evina.
55 milliards de francs CFA de prêts à contracter pour les finitions des autres composantes du complexe sportif d'Olembe, signale l'élite. Alors que le messager partage les inquiétudes de l'homme politique Jean-Michel Nietzsche, qui veut voir plus clair sur les modalités de financement et les mécanismes du remboursement des emprunts contractés pour la construction de cette infrastructure. C'est une vaine polémique d'après le quotidien. Le Soir et la République Presse pensent pareil et soutiennent qu'il n'y a eu ni avenant ni rallonge de budget. Pour Cameroun Tribune, focus sur le respect des délais. L'entreprise Pichini n'a plus que 10 mois pour boucler les travaux. Docteur Ntolo, je voulais revenir sur le complexe d'Olembe pour vous poser la question la plus simple. Quelle est la dernière fois que vous y avez été? La dernière fois que j'y ai été, ça date de moins de 15 jours. Ça date de moins de 15 jours. Alors, et les photos, tous les mercredis... Permettez-moi, les photos que vous nous avez envoyées, elles datent de... 48 heures. 72 heures. 72 heures. Je voudrais bien que la régie nous permette de continuer à regarder ces Alors, juste pour votre information, je travaille tous les mercredis à Olembe dans le cadre du suivi de ce projet. Tous les mercredis. Donc, nous travaillons avec les équipes de McGill. J'aimerais quand même apporter une précision parce que, en réalité, ce débat devait être une tempête dans une goutte d'eau. Pourquoi? Parce que, imaginez... Vous pensez que 55 milliards... Non, 28 milliards. Pour moi, le problème, ce n'est pas les 55 milliards, ce sont les 28 milliards que l'État aurait payés. Si l'État avait payé les 28 milliards à Pichini, le coût du projet serait passé à 191 milliards. Aujourd'hui, on reproche à l'État de n'avoir pas signé l'avenant de Pichini, puisqu'il venait en sus des 163 milliards, mais d'être en train de rechercher 55 milliards pour achever une infrastructure dont la consommation des crédits s'est arrêtée à 113 milliards. On devrait quand même reconnaître que l'État a géré ce projet en bon père de famille. Donc, que ne diront-on pas aujourd'hui, le jour où les Camerounais se seraient rendus compte qu'en plus des 163 milliards de départ, l'État a payé un avenant de 28 milliards, faisant passer le projet de 163 milliards à 191 milliards. On tiendrait qui de responsable aujourd'hui? La question, c'est peut-être l'explication qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'on a annoncé depuis 2017 que les 163 milliards sont disponibles. On arrive en 2021 et on va chercher 55 autres milliards. C'est là où se pose le problème. Je m'explique. Les 163 milliards étaient disponibles. Mais sauf que la convention de financement qui a été signée entre l'État du Cameroun d'une part et la banque italienne San Paolo d'autre part était liée au contrat commercial de Pichini. Ça veut dire qu'à partir du moment où ce contrat s'arrêtait, le financement s'arrêtait également. Et en réalité, si notre trésorerie se portait bien, ça veut dire que si l'État avait 50 milliards en trésorerie, nous ne serons pas allés chercher cet argent à l'étranger. C'est bien noté. Alors, il y a Olembe, il y a Japoma, on en a parlé il y a quelques instants. Il y a Rumdeadja. Il y a surtout à côté le mythique hôtel La Benoué. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là? Alors, pour vous dire vrai, je n'ai pas été au nord. J'ai pas été au nord. La dernière fois, nous y étions avec le ministre des Sports. Nous n'étions pas satisfaits de l'avancement des travaux, aussi bien pour un certain nombre de stades construits par un de nos compatriotes que pour le mythique hôtel La Benoué. Mais je sais que la task force a fait une descente il y a quelques jours sur le plan des stades d'entraînement. Il y a eu une évolution notoire qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus ou moins rassurés que la pôle de Garoua ne connaîtra pas de problème. Mais il y avait encore quelques inquiétudes au sujet de l'hôtel La Benoué. Le maître d'œuvre, l'entreprise Pram Potomac,
a pris un certain nombre d'engagements. On espère qu'il tiendra ces engagements-là et que les travaux de cet hôtel, qui ont suffisamment duré, arriveront à leur terme. Peut-être nous aurons les images d'Olembe tout à l'heure. Je veux sortir par là pour parler justement des délais de la livraison et des travaux qui sont en cours. Je vous posais la question tout à l'heure, quelle est la dernière fois que vous êtes allé au stade? Parce que quand on y passe, on voit beaucoup plus de poussière, beaucoup plus de vieillissement. On a l'impression que le stade est abandonné. Pourtant, vous dites, on est en train de travailler. Oui, mais en fait, pour ceux qui y vont, ils vont se rendre compte aujourd'hui que les voies à l'intérieur du complexe sont en train d'être travaillées par Azel, qui est même déjà en train de poser le système d'éclairage. C'est une réalité. Si vous y allez, vous verrez qu'un certain nombre d'infrastructures à l'intérieur du complexe, les salles de conférence sont achevées, les skybox sont achevées, les vestiaires sont achevés. En réalité, je pense que sur le plan visuel, peut-être que quand on aura commencé l'habillage extérieur du stade. Docteur Colon, on a envie de vous dire que lorsqu'un chantier avance, on n'a pas besoin de porter des lunettes pour aller voir et se rendre compte que ça avance. Ça, le problème, c'est la priorisation des tâches. Les tâches prioritaires, les tâches qui peuvent sembler prioritaires pour le commun des mortels, n'est pas nécessairement celles qui sont prioritaires pour les ingénieurs qui travaillent. Voyez-vous, peut-être que pour le commun des mortels, l'habillage du stade peut permettre de se rendre compte que les choses avancent très vite. C'est ça qui nous attirait quand on allait à Douala et qu'on passait à côté de Japoma et on voyait l'habillage, c'était beau, ça nous montrait que ça avance ici. Sauf qu'aujourd'hui, le travail au niveau de Lembe se concentre dans le ventre du stade. McGill est en train de travailler sur les systèmes technologiques, les différents lots technologiques qui concernent les lumières, qui concernent la sonorisation, qui concernent les réseaux. Vous savez, Monsieur Ntolo, combien les Camerounais sont attachés au football. Tout le monde. On sait une fois déjà qu'à cause d'Olembe, on a eu un problème et on a été renvoyé en 2021. Oui. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers 2021 oui. Et vous parlez vers avec 2022, vers 2022. Et vous parlez avec autant de tranquillité, vous dites ce sera prêt. Pourtant, nous, à l'extérieur, nous ne voyons rien avancer. Mais je pense que nous n'avons pas les mêmes yeux. Moi, j'ai les yeux de l'intérieur et vous les yeux de l'extérieur. Et avec les yeux de l'intérieur, puisque je travaille sur le projet, puisque je connais les difficultés, puisque je connais les solutions également, je puisse vous rassurer que ce chantier sera... En 2022, le stade, tout au moins le stade sera prêt, il sera livré. Le stade sera livré, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un drame. Je puisse vous dire Qu'est-ce que vous entendez par drame? Voilà. Le stade sera livré. Le stade sera livré, ça c'est sûr. Mais ce que vous n'imaginez pas... Vous avez dit tantôt que l'argent est déjà disponible, les techniciens sont à l'œuvre, les ingénieurs sont à l'œuvre. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait un drame? D'où viendrait le drame? Mais le drame viendrait de ce que les Camerounais se disent. Si Olembe n'existe pas, le Cameroun n'aura pas la CAN, ainsi de suite. Olembe existera. Olembe existera, le Cameroun aura la CAN. Si par extraordinaire... Nous avons déjà la CAN, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Si par extraordinaire, Olembe ne venait pas exister, mais moi je vous dis, je parle en tant que personne, ressources, travaillant sur le projet, le problème des stades aujourd'hui ne se pose pas. Parce que à Douala, vous avez deux beaux stades, vous avez la réunification, vous avez... Non, nous voulons Olembe. Vous êtes en train de... Olembe existera, ça, je vous le dis. Oui. Olembe existera, mais je dis encore une fois de plus que si par extraordinaire, parce que le risque zéro n'existe pas. Voyez-vous, l'une des raisons qui justifie les retards que nous avons à Olembe, c'est la Covid. Nos frontières ont été fermées. Il y a des ingénieurs qui ne pouvaient pas venir au Cameroun. Le même problème se pose à Japoma également. Personne n'a de visibilité ou de lisibilité sur ce que cette pandémie nous réserve. Si aujourd'hui, les frontières sont à nouveau fermées, les équipements que nous attendons de l'étranger n'arrivent pas, on fait quoi? On ne va pas mourir. On ne va pas mourir pour autant. C'est entendu. Moi, je voudrais juste que vous nous précisiez avant qu'on ne se quitte, pour tous les spectateurs qui nous écoutent ce soir, que vous nous redisiez ce stade, ce complexe sportif, parce qu'il s'agit bien d'un complexe sportif. Tout à fait. Combien il coûtera à l'État du Cameroun? Et nous allons
bien sûr enregistrer tout ce que vous êtes en train de nous dire. Et quand est-ce qu'il sera livré s'il n'y a pas de pandémie? Quand est-ce qu'il sera livré? Alors, et que derrière, il n'y a pas d'entourloupe financière. Pour être bref, s'il n'y a pas de dérive temporelle qui entraîne une nouvelle augmentation des coûts, le complexe sportif d'Olembe, dans son ensemble, coûtera aux contribuables camerounais, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, 168 milliards de francs au lieu de 163 milliards de départ. Il sera livré, en ce qui concerne les modules ou les composantes nécessaires attendues par la CAF, dont le stade principal, nous attendons sa livraison à la fin du mois de novembre de cette année. Voilà ce que on ne va pas refaire le débat, mais on a quand même retenu qu'il y aura 5 milliards de plus. Exact. Par rapport au montant de départ. Merci, c'est bien noté. Une autre revue de presse dans cette édition de Scène de presse, c'est celle qui porte sur les chantiers routiers et c'est une signature de Franck Evina. Les dieux de la technique sont donc de nouveau avec nous. Toutes nos excuses pour ces désagréments, chers téléspectateurs. Alors, docteur Tolo, avant cette petite coupure, la question était de savoir que devons-nous retenir ce soir. Le complexe de Lembe sera livré quand et quel sera son coût exact. Merci. Alors, le complexe sportif d'Olembe coûtera aux contribuables camerounais 168 milliards de francs. On a dit 168 milliards de francs CFA, soit 5 milliards de plus par rapport... De plus que le projet initial, qui était de 163 milliards. Et nous avons arrêté une liste de tâches prioritaires par rapport aux contraintes de la CAN et les exigences de la CAF. Donc, ce que nous aurons au mois de novembre, à la fin du mois de novembre 2020, ça sera le stade principal, l'hôtel, le centre commercial et les 2 stades d'entraînement qui sont déjà fonctionnels. Mais si vous me permettez, j'aimerais dire que ce débat peut avoir un intérêt parce que cela montre bien les exigences et les attentes. Il a un intérêt. Oui, il a un intérêt, bien sûr. Il a un intérêt relatif aux exigences et aux attentes de nos compatriotes en matière de transparence dans la gestion des affaires public, mais sauf qu'il entraîne aussi la dilution et la non-capitalisation des effets liés à la très bonne organisation du champ que nous avons pu avoir dans notre pays. Donc peut-être que nous avons passé une semaine à parler de cela, que les Camerounais comprennent que l'État n'est pas en train de chercher encore par d'autres stratagèmes de détourner l'argent, enfin pas l'État, les fonctionnaires, mais qu'au contraire, nous avons fait beaucoup d'ingénierie pour trouver les fonds nécessaires pour achever cette importante infrastructure. On l'aura de façon provisoire, une infrastructure provisoire. Une infrastructure provisoire au mois de novembre, mais en 2022. En 2022. Quand en 2022 ? Aujourd'hui, les perspectives de McGill, c'est mi-2022. C'est entendu, docteur Tolo, et nous allons parler d'autres chantiers cette fois-ci. Nous parlerons des chantiers routiers. Qu'est-ce que la presse en pense ? On le saura en écoutant cette revue de presse de Franck Evina. « 55 milliards de francs CFA de prêts à contracter pour les finitions des autres composantes du complexe sport.
Décidément, quelques soucis avec ces revues de presse de Franck Evina. Je crois que cette fois-ci est la bonne. Nous allons suivre cette revue de presse de Franck Evina qui nous parle donc des chantiers routiers. On l'a dit à l'entame de cette émission, le ministère des Travaux publics a tenu des réunions d'évaluation des différents chantiers routiers au Cameroun. Au total, 49 chantiers ont été évalués. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a surtout des retards, mais également des chantiers qui seront livrés dans les délais. Qu'est-ce que la presse en pense? Qu'a-t-elle dit à ce propos? Écoutons les réponses dans cette revue de presse de Franck Evina. Selon Mutation, le chantier de l'autoroute Yaoundé-Simalène déroute. Le quotidien de la rue de l'aéroport dénonce en effet les pesanteurs autour de cette infrastructure routière. Émergence relativise. À propos de l'autoroute Yaoundé-Douala, Émergence signale que le ministre des Travaux publics a rassuré les prestataires comme sur les travaux de l'axe Tonga-Kalong où, d'après le quotidien de la rue de l'aéroport, l'adjudicataire Sino-Hydro tient la bonne pioche pour livrer les travaux de réhabilitation de ce tronçon avant la date échéance du 19 juillet prochain. EcoNews indique que cette entreprise a donné des garanties au ministre des Travaux publics lors de la revue des projets routiers du réseau Sud. Sur 2 autres linéaires routiers, à savoir Ntui, Mankim et Maroua Bogo, Pousse et Singang affirment que la Banque africaine de développement a retiré ses financements. Raison invoquée d'après le Tri hebdomadaire, le blocage par le ministère des Travaux publics de la procédure d'évaluation et de transfert des offres. Ce n'est pas vrai. D'après Réalité Plus, le journal de Paul Ngouaré Kindi affirme qu'il n'y a aucun problème entre le Cameroun et la BAD. Suspicion levée donc. Et sur le plateau avec moi, Benoît Parfait Mbolé, qui est le directeur général des travaux d'infrastructure au ministère des Travaux publics. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir madame. En face de vous, Aboudi Otou, journaliste qui travaille à Ecofin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucas, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, Monsieur le directeur général, on va commencer par l'autoroute Yaoundé-Douala. Nous allons nous également faire notre revue des chantiers routiers sur le plateau de scène de presse ce soir pour faire le point où est-ce qu'on en est exactement, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins bien. Nous commençons donc par l'autoroute Yaoundé-Douala, déjà 40 km bitumés sur 60, des délais largement dépassés, des délais échus de 48 mois. Que se passe-t-il sur l'autoroute Yaoundé-Douala? Merci déjà de l'occasion que vous nous donnez de donner quelques précisions à nos téléspectateurs par rapport à ce chantier emblématique. Il faut dire que l'autoroute Yaoundé-Douala a démarré le 13 octobre 2014 avec la notification de l'ordre de service de démarrer les travaux à l'entreprise qui a commencé les travaux avec déjà les études qu'il fallait mettre à jour compte tenu de ce que le projet de départ consistait à la construction d'une autoroute, ce qu'on appelle vulgairement une voie express, c'est-à-dire une voie qui devait avoir une plateforme de 26 mètres, mais le projet qui a été demandé par le président de la République était un projet de 2 fois 3 voies, donc porter la plateforme de la route de 26 à 33,50 mètres. Donc il a fallu que l'entreprise chinoise puisse mettre à jour les études avant de démarrer effectivement les travaux. Il faut noter que nous sommes dans un environnement à forte pluviométrie et la pluviométrie a également influencé négativement l'avancement des travaux. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes rendus à 40 km déjà bitumés. Nous sommes 40 km sur la première phase. Sur la première phase qui est de 60 km. Donc nous sommes aujourd'hui rendus à 40 km déjà bitumés. Nous sommes en ce moment en train de faire avancer les travaux sur les 20 km, sur les derniers 20 km. Et nous avons, avec l'entreprise, grand espoir que cette première section... Est-ce qu'il n'y a que la pluviométrie? Est-ce qu'il n'y a pas également des massifs qui ont été découverts sur disons que
tel que je l'ai dit, en dehors de la pluviométrie, il y a eu d'abord la mise à jour des études techniques. Ça, c'est noté, oui. Et il y a également eu des surprises qui ont été découvertes en cours de chantier. Notamment, on a eu des massifs rocheux qui ont été découverts dans les sections de Fort des Blais. Et ces massifs rocheux ont augmenté un peu les délais de réalisation des blés à ces endroits précis. Alors, Abou Diotou, lorsque vous entendez parler des massifs rocheux qui ont été découverts, vous posez tout de suite une question préalable, c'est celle des études qui ont été menées. Parce que vous voyez tout de suite des études plus poussées, des sondages sur les 200 mètres, tous les 200 mètres et non sur les 2 kilomètres. C'est bien cela? Peut-être même des études géophysiques, ce qui est up-to-date aujourd'hui. On fait de moins en moins des sondages. Il est clair que si au moment de l'exécution des travaux, on a des surprises, ça veut dire que la qualité des études est à questionner. Ça veut dire que les études n'étaient pas fines. Ça veut dire que les sondages ont été peut-être menés sur des espaces beaucoup plus importants. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que moi j'entends ce discours depuis un bon moment sur le changement du profil en travers de la route. Et moi je me demande ce qui compte. Est-ce le contrat commercial que l'entreprise chinoise a signé avec le Cameroun ou le marché public que l'entreprise a signé? Parce que dans le marché public, les prestations qui sont listées dans le marché public, ce sont les prestations qui sont réalisées actuellement. Donc chaque fois qu'on me dit qu'il y a eu des changements, je ne comprends pas parce que le marché de base liste exactement les prestations qui sont en train d'être réalisées actuellement. Alors je voudrais bien comprendre, dans le sens du code des marchés publics, quel est le document qui fait foi? Est-ce le contrat commercial ou le marché public qui a été signé entre l'État du Cameroun? Je voudrais que vous réagissiez à cette préoccupation d'Abou Diotou, mais je voudrais également que vous nous parliez des études préalables. Oui, il faut noter que les études préalables sont faites sur une fréquence un peu plus large. On ne peut pas faire les études sur chaque centimètre de la route. En ce moment, on les fait sur quelle distance? Tous les 100 mètres, en fait, les profils en travers qui sont régulièrement identifiés, c'est tous les 25 mètres. Nous avons tous les 25 mètres un profil qui définit ce que nous allons réaliser sur la route. Mais au moment des études, préalables, l'espacement, la fréquence des points de vérification est plus grande. C'est pour cela que lorsqu'on fait les études d'exécution et que nous resserrons la fréquence des sondages, on peut avoir des surprises dans ce qu'il y a à réaliser. Donc, les études préalables, nous sommes dans une fréquence d'un pas à peu près tous les 200 mètres, mais lorsqu'on fait les études d'exécution, nous sommes à 25 mètres pour être beaucoup plus précis. C'est pour cela qu'on a quelques différences entre les études préalables et puis les études d'exécution. Maintenant, en rapport avec le contrat commercial et le marché public, il faut noter que c'est le marché public qui a permis de contractualiser, de définir ce qui va être réalisé dans le cadre de l'autoroute. Et il faut noter que dans le contrat commercial, c'était une idée de projet qui a été mûrie et au moment de la signature du marché, on a eu des précisions beaucoup plus sur la qualité de l'ouvrage à exécuter. Alors pourquoi donc, Lucrèce, sur ce projet-là, j'entends parler des travaux supplémentaires dus au changement du profil en travers de la route, alors que le profil en travers de la route qui est réalisé aujourd'hui, c'est celui qui est contenu dans le marché et qui donne un coût prévisionnel de 284 milliards. Voilà, 284 milliards. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les études d'exécution ont été faites sur la base d'une plateforme de 26 mètres. À la fin des études, il a été demandé de passer le profil de l'autoroute à 33,50 mètres. Donc vous notez bien que les études ayant été exécutées sur une plateforme de 26 mètres, lorsqu'on est passé à 33,50 mètres, ce qui a été mis dans le marché, c'est les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser. Avec quel montant? Je dis bien, c'est les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser qui ont été mis dans
marché. Avec quel montant? Il faut noter, je dis bien avec 284 milliards. Voilà. Il faut noter. Allez-y rapidement. Il faut noter que ces 284 milliards, c'est le montant qui était prévu dès le départ. On passe le profil de la route à 33,50 m. Et lorsque le marché est discuté, parce qu'il faut noter que ce marché est un marché particulier, ce marché n'a pas fait l'objet d'appel d'offres. C'est les prix qui ont été négociés et consignés dans le marché et les quantités ont été, je peux dire, identifiées par la suite. Alors, on a bien noté. Je voudrais également qu'on parle de la libération des emprises. Est-ce que ça a également été un problème dans ce chantier-là? Oui. On va dire que la libération des emprises a été un problème. On ne peut pas dire que ça n'a pas influencé l'exécution des travaux. Déjà, pour libérer totalement l'emprise, cela a fait l'objet d'à peu près 7 décrets d'indemnisation. Et cela s'est fait, je peux dire, au coup par coup. On a commencé sur les 3 premiers kilomètres avec un décret d'indemnisation. Par la suite, c'était du PK3 au PK10, du PK10, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que pour toutes les indemnisations... Avec à la clé quelques malversations quand même. Oui. Et des arrestations. Pour toutes les indemnisations de ce projet, nous sommes à peu près à 5 milliards d'indemnisations payées. Et ceux qui ont développé des appétits particuliers en rapport avec ces indemnisations, aujourd'hui, ils méditent leur sort quelque part. Alors, vous parlez de 7 décrets. Est-ce que cela n'était pas prévu avant, au moment du montage du dossier? Ça pose la question de la maturation des projets. En effet. Mais je crois qu'on est très vite passé sur les questions du coût du projet. On va revenir sur les questions des coûts du projet, je vous le promets. OK, d'accord. En ce qui concerne la maturité du projet, c'est clair que le projet n'était pas mature, en tout cas. De notre modeste point de vue, parce qu'un projet mature, c'est un projet qui a des études détaillées, des études d'exécution disponibles, et c'est un projet où l'emprise de la voie est libérée. Or, vous voyez très bien qu'au moment où on lance le projet, on n'a ni études d'exécution à jour et on n'a pas l'emprise qui est libérée. Donc, et c'est la problématique dans l'ensemble des projets routiers, notamment des projets autoroutiers. Et vous voyez, on a donc des projets qui s'éternisent, et plus les projets s'éternisent, plus il y a des surcoûts. Ça, on ne peut pas non plus le nier. Donc, il faut vraiment bien préparer les projets avant. Est-ce que c'est une question qui est adressée au niveau du ministère des Travaux publics, la question de la maturation des projets? Il faut noter que ce que M. Aboudi vient de dire, c'est un peu un retour d'expérience. Véritablement, les projets tels qu'ils étaient pensés s'exécutaient avec des études APD. C'est-à-dire quoi? Les études d'avant-projet définitifs, détaillées. Et on a noté en dehors des études APD, on n'avait pas un regard sur les indemnisations, sur la libération des emprises. Et c'est un retour d'expérience qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du Minepat, on a mis en place tout un protocole pour qualifier un projet de mature, avec la libération des emprises, les études et les autres éléments. Alors je voudrais, si vous permettez... mise en œuvre, parce que si vous regardez le BIP 2021, vous allez bien voir qu'il y a des projets qui ont été programmés dont les emprises ne sont pas libérées. Qui ne sont pas encore libérées. Ouais. Alors, je voudrais qu'on progresse dans notre revue. On a parlé de l'autoroute Yaoundé-Douala, mais il y a également l'axe Batchenga-Ntui qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. La BAD menace de suspendre ces financements qui sont de l'ordre de 101 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, sachant que c'est une route particulièrement importante qui va permettre de réduire le linéaire par rapport à l'axe de l'Est, réduire le linéaire de 200 km. Que se passe-t-il? Oui, disons que le projet Batchenga-Ntui-Yoko, qui est un projet qui permettra de relier le Grand Sud au Grand Nord par le centre, permettra justement de réaliser un gain en linéaire de près de 200 km. 200 à 260 km. 200 à 260. C'est-à-dire que si nous prenons le linéaire
pour aller au Grand Nord à partir de la N10, c'est-à-dire par Bertois, nous avons 260 km. Si nous prenons l'axe par la N1, en passant par Nanga et Boku, nous avons 200 km d'économie que nous réalisons. Il faut dire que sur cet axe, il y a 2 lots de travaux qui ont été attribués à une entreprise qui, malheureusement, n'a pas donné satisfaction. On a réduit ces travaux sur un des lots et l'autre lot a été reconfiguré pour une passation des marchés. Et à ce jour, cette passation des marchés est en cours. Les procédures prévoient qu'après l'examen du dossier au niveau de la commission spéciale de passation des marchés de la cellule des projets à financement conjoint, le dossier est transmis à la commission centrale de contrôle qui est logée au niveau du MINMAP. Et lorsque ce dossier est transmis à 2 reprises à cette commission centrale et qu'il n'y a pas consensus entre la commission spéciale de passation des marchés et la commission centrale de contrôle, le dossier est transmis à l'arbitrage de l'autorité contractante. Ça fait beaucoup de procédures. Alors, les paysans ou les populations de Batchinga qui vous écoutent ce soir, qu'est-ce qu'elles doivent retenir, ces populations? Est-ce que cette route va être construite? Est-ce que les travaux vont reprendre? Qu'est-ce qui va se passer? Les populations et dans combien de temps? Les populations de Batchinga qui nous écoutent doivent prendre leur mal en patience. C'est-à-dire? Les procédures sont en cours. La procédure a été soumise à l'arbitrage de l'autorité contractante qui a rendu son verdict d'arbitrage. Les conclusions de cet arbitrage sont en train d'être... Est-ce qu'il n'y a pas derrière, permettez-moi, excusez-moi de vous couper, est-ce qu'il n'y a pas derrière un problème de catégorisation des entreprises? En fait, vous répondez... Non, je pense que le directeur est bien trop gentil dans la description. Est-ce qu'il n'y a pas un problème et de catégorisation des entreprises et le problème lié à la loi du moins 10 ans? Véritablement, la catégorisation, peut-être qu'elle aura son effet positif. La problématique du moins 10 ans, peut-être, elle pose également problème. Mais il faut dire que dans ce qui est en cours, c'est une question de gestion normale d'une procédure. Mais les gens sont, j'allais dire, pressés de voir la procédure aboutir et ils racontent... Vous parlez du mauvais jeu des soumissionnaires dans ce projet-là? C'est ce qu'on peut... C'est ce que vous nous avez dit. Oui, c'est ce qu'on peut globalement retenir. Mais vous voyez... Permettez qu'il finisse juste et puis vous prenez la parole. Véritablement, dans la revue, on nous a parlé de la BAD qui menace de suspendre les financements. Il n'en est rien. Il n'a jamais été question d'une quelconque suspension de financement. La BAD s'est juste inquiétée de voir que les conclusions ou alors les échanges au sein des commissions de passation des marchés se retrouvent dans la presse. Et c'est ce que la BAD a dénoncé. Abou Diatou. Oui, mais c'est que la presse s'intéresse parce qu'il y a quand même des curiosités dans les dossiers de soumission qui sont validés par l'une et l'autre des commissions. On a des gens qui présentent des profils qui ne sont pas vérifiés. Donc, il y a véritablement une problématique de corruption. C'est-à-dire qu'il faut dire... Vous êtes responsable de vos propos. Oui, je suis responsable de ce que je dis. Je dis qu'il y a cette problématique-là autour de ces marchés. Parce que vous ne pouvez pas, sur la base des éléments aussi clairs que ceux qui sont dans les dossiers de soumission, et vous avez 2 commissions qui ont un regard totalement différent sur la problématique et qui s'entretirent au point de porter le débat sur la place publique. Qu'est-ce qui peut justifier que des responsables qui sont chargés de veiller à la protection de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'intérêt du Cameroun, arrivent à se tirailler autour de la passation? Peut-être ne s'entendent-ils justement pas sur les différents critères. Quand je parlais tantôt de la catégorisation et de la loi du moins 10 ans, ils ne s'entendent certainement pas sur les critères ou alors les profils que chaque opérateur présente. Je voudrais, si vous permettez, que nous passions à une autre route, un autre axe. C'est celui qui concerne la pénétrante est de Douala. Et on va donc écouter le ministre Emmanuel Nganou-Djimessi, le ministre des Travaux publics, qui parle précisément de cette pénétrante est.
On va revenir sur le focus dans quelques instants. Je vous le disais il y a quelques secondes, le ministre Emmanuel Nganou Dumési nous édifie sur ce qui va se passer du côté de Douala, notamment en ce qui concerne la pénétrante est de cette ville, de la capitale économique, qui a également fait couler beaucoup d'encre et de salive. On écoute donc le ministre des Travaux publics qui est en focus dans cette édition de Scène de presse. Nous y réalisons un peu plus de 54 km de chaussée en structure lourde, en plus de 6 giratoires et de 2 passages supérieurs-inférieurs qui se feront l'un au carrefour Harry, l'autre à l'entrée du stade Japoma. Les travaux se poursuivent au rythme du chronogramme arrêté. Le chef de l'État a décidé d'aménager, de construire un second pont sur la Dibamba pour éloigner le risque, l'effet entonnoir. Le financement qui était recherché est désormais mis en place. Parce que jusque-là, les travaux qui étaient faits s'inscrivaient dans la programmation, études d'exécution, aménagement des ouvrages hydrauliques. C'est ce qui a été fait, préparation de la plateforme avec les ressources publiques. Maintenant que les ressources plus importantes résultant de l'endettement sont mises en place, ils seront accélérés. Une livraison qu'on estime dans les 36 mois. Notons que j'ai parlé de la consistance de ces travaux en me limitant juste à la chaussée, mais il y a des ouvrages d'art très importants, il y a 6 giratoires, il y a ce pont, et il y a aussi et surtout des voies alternatives, parce qu'il faudra éviter de faire cohabiter la circulation sur ce boulevard urbain par des travaux de génie civil intenses. À l'horizon de la Cannes 2021, vous aurez des voies traficables qui permettent d'aller et revenir sans la moindre difficulté. Mais le pont sur la Dibamba, même s'il y a des pieux, on ne l'aura pas achevé. Alors les ouvrages, les passages inférieurs et supérieurs, style Pipo au niveau du carrefour Harry ou SPDA à l'entrée du stade de Japoma ne seront pas non plus achevés. On pourra avoir fini avec quelques giratoires. C'est des ouvrages d'art et qui nécessitent un temps de prise, à tout le moins, pour tout ce qui a été utilisé comme matériaux et qui nécessitent une technologie bien maîtrisée et qui éloigne tout ce qui peut s'apparenter à de la précipitation. Vous voulez réagir à la suite de cet extrait du ministre? En fait, le projet de la pénétrante est un projet un peu fuyant, qu'on ne cerne pas très bien. Au départ, c'est une entreprise... Quand vous êtes fuyant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à la fois le montant réel du projet et les travaux à réaliser ne sont pas très clairs. Le ministre a pourtant relevé tantôt tout ce qui sera fait dans le cadre de ce projet-là. Ce que je vais dire là, c'est toujours le ministère des Travaux publics qui l'a dit. Au mois d'avril 2020, lorsque le ministre fait une descente sur le terrain, une fiche de projet est produite. Et je découvre à ce moment-là que le projet a une valeur de 144 milliards. Et que le projet de la phase 2 a désormais 2 tranches. Une première tranche qui consiste justement à ce que le ministre vient de détailler, et une seconde tranche qui consiste à construire un deuxième pont sur la Dibamba avec d'autres aménagements. Et cette deuxième tranche-là avoisine les 100 milliards. La question que je pose, c'est quelle est la disposition des marchés publics qui fait en sorte qu'on fasse un marché complémentaire de 100 milliards. Pourquoi ne pas faire un appel d'offres? Monsieur le directeur général, vous avez des éléments de réponse?
Véritablement, M. Aboudi se fonde sur une fiche qu'il possède seul. Je ne suis pas en possession de cette fiche-là, donc je ne peux pas faire de commentaires sur ce qu'il vient de dire. Alors, nous allons passer à une autre, sur un autre axe. Nous allons parler d'un autre axe qui fait également couler beaucoup d'encre et de salive côté camerounais. C'est l'axe Saint-Mélima-Djoum-Ouesso au Congo, déjà livré au Congo. On a vu les images de l'inauguration de cet axe. Et au Cameroun, ça piétine. Et qu'est-ce qui se passe? Véritablement, on ne va pas dire que ça piétine. C'est vrai qu'il y a des petits retards. Nous avons une section de route entre Saint-Mélima et Djoum qui est en chantier, en 2 lots. Nous avons une entreprise sur les 65 premiers kilomètres et les 38 kilomètres avant Djoum sont également en chantier avec une autre entreprise. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu déjà sur la section entre Bikoula et Djoum des retards dans la passation des marchés parce qu'il fallait boucler le financement de cette section-là qui est financée par les bailleurs du monde islamique et la section Saint-Mélima Bikoula qui, elle, est en chantier depuis, qui a connu quelques retards compte tenu de beaucoup de contingences. Vous parlez de l'amateurisme des entreprises. C'est ce que vous nous avez dit. Vous n'allez pas vous dédire. Véritablement, on note bien qu'il y a des entreprises qui sont retenues sur la base des dossiers qu'elles présentent, mais sur le terrain, il y a quelquefois un fossé entre les dossiers qui sont présentés. Il n'y a pas moyen de contrôler tout ça de manière plus efficace? Véritablement, il faut noter que les dossiers sont présentés, les dossiers qui sont présentés peuvent bien rendre compte de ce qu'une entreprise est performante, mais il y a des réalités de l'environnement. Une entreprise qui est bien compétente dans un environnement donné peut avoir des difficultés à être performante dans un autre environnement. Alors, il faut bien dire que concernant cet axe-là, le côté camerounais est bien plus long. C'est bien cela. Oui, le côté du Cameroun est beaucoup plus long. Et plus accidenté. Véritablement, il y a tout ça, mais ce n'est pas ce qui va justifier que les chantiers soient en train de traîner. Ce qui est vrai que ce tronçon de route a été subdivisé en plusieurs lots et les lots, par exemple, qui vont au niveau de la frontière sont déjà pratiquement construits. Il n'y a que cette petite section entre Saint-Mélima et Djoum qui traîne encore un peu les pieds. Alors pourquoi confier donc, vous avez dit tantôt, sur le papier on peut présenter tout ce qu'il faut, mais après on se rend compte que ce n'est pas à cette entreprise qu'on devait confier tel ou tel marché, mais rien ne se passe et le temps passe. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Qu'est-ce que vous avez dit? Une entreprise peut bien être performante sur la base du dossier qu'elle présente, mais l'environnement d'exécution des travaux peut lui être Est-ce que vous n'avez pas d'autres éléments de contrôle? Ce qui est vrai est que, par exemple, je parlais tantôt de la catégorisation des entreprises, est-ce que ça ne peut pas aussi permettre de savoir que telle entreprise est apte à travailler dans tel environnement et pas dans tel autre? Je prends un exemple. Une entreprise qui travaille dans le monde arabe, qui a un environnement qu'elle maîtrise, lorsqu'elle arrive sous les tropiques, elle peut avoir quelques balbutiements du fait qu'il y a plus de soleil, il y a plus de... ainsi de suite. On est en zone forestière, elle a peut-être l'habitude de travailler en zone sahélienne. Donc il y a beaucoup de contingences qui concourent peut-être à des contre-performances des entreprises. Véritablement, lorsque on attribue un marché à une entreprise, c'est sur la base d'un dossier qui est minutieusement vérifié. Il y a des critères qui sont établis et qui permettent de lui attribuer le marché. Mais véritablement, on note parfois quelques insuffisances que les entreprises présentent compte tenu de ce qu'elles ne maîtrisent peut-être pas l'environnement. Alors ce chantier sera livré quand? Dans tous les cas, ce que nous avons convenu avec les différentes entreprises qui sont sur le terrain, ces chantiers vont être livrés en fin d'année 2021. C'est bien entendu. Alors, on a parlé de ces chantiers qui ne marchent pas. Je sais que vous voulez prendre la parole. Je vous promets de vous la donner dans quelques instants. On a parlé de tous ces chantiers qui ne marchent pas bien, qui ne seront peut-être pas livrés à temps. Mais il y a également des chantiers qui seront livrés cette année. C'est quoi les bonnes nouvelles, on va le dire comme ça, du côté du ministère des Travaux publics concernant la livraison de certains chantiers? Oui. En quelques mots. Au ministère des Travaux publics, nous aurons cette année un minimum de 500 à 600 km de routes qui seront livrées. Nous avons sur les projets Planut, nous avons du côté de l'Est la route Manjou-Akokan-Batouri qui sera livrée en 2021.
nous avons Bonipopa Yabassi, qui va également être livré en 2021. Nous avons Marabogo, qui va également être livré. Je vous ai dit sur le corridor qui va vers la frontière Congo, les 2 sections qui sont en chantier, il est envisagé que ces 2 sections soient livrées cette année, donc Sangmelma Bikula et Bikula Djoum vont être livrés cette année. Nous avons Mangon Sangmelma qui pourrait également être livré. Nous avons Fumbot Galim. C'est entendu. Alors, je voudrais poser une autre question à ces messieurs sur le plateau. On a fait une série de reportages sur la CRTV cette semaine à la faveur de la tenue de cette réunion d'évaluation des chantiers routiers. Et il est apparu, c'était d'ailleurs un reportage qui a été fait par Cyril King-Beppe, que la route coûte cher au Cameroun. Le kilomètre de route coûte cher au Cameroun. Et selon des études qui ont été menées de manière sérieuse, lorsque un kilomètre de route coûte 250 millions au Cameroun, il coûte 100 millions ailleurs. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Véritablement, en fait, je n'ai pas les détails de l'étude qui a été menée, mais ce qu'il faut dire, c'est que au Cameroun, il y a des réalités qu'il faut appréhender. Il y a le relief et il y a également les intrants, les matériaux qui entrent dans la construction de la route. C'est vrai, nous avons les éléments qui renseignerissent les coûts. Le chantier que nous avons au ministère des Travaux publics aujourd'hui, c'est de ramener ces coûts-là à la baisse. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé d'une usine de montage d'engins qui a été inaugurée à Kribi. Cette usine va mettre à disposition des engins et cela permettra forcément de diminuer les coûts. Nous avons également à un moment parlé de l'implantation au Cameroun d'une usine de bitume. Nous avons également des centrales de concassage qui doivent être acquises pour disponibiliser les matériaux et cela permettra à coup sûr de baisser les coûts. Mais il faut noter que le coût de la route, lorsqu'on dit qu'au Cameroun il coûte cher, ailleurs ça coûte peut-être moins qu'au Cameroun, chaque pays a le dimension de ses routes en fonction de sa politique d'entretien routier. Au Cameroun, nous dimensionnons nos routes pour qu'elles durent 20 ans. Il y a des pays où on dimensionne les routes pour qu'elles durent 7 ans et à la 7e année, ils mettent en place un système de renforcement de la route. J'ai envie de vous dire qu'au Cameroun, on a entendu parler des routes économiques à un moment donné. Allez-y rapidement. Oui, en fait, ce qu'on appelle le bitumage économique, en fait, c'est du gravillonnage que l'on fait. Ça ne peut pas coûter les 250 milliards ou 300 milliards dont vous parlez. Aboudi. Ce que nous avons, c'est... Enfin, moi, je pense que... Vous estimez que le problème est ailleurs. Voilà, on adresse des problèmes périphériques. Monsieur le directeur, est-ce que le ministère des Travaux publics, est-ce que le Cameroun a fait une étude de référence pour savoir à peu près combien devrait lui coûter 1 kilomètre de route? Le ministère ne l'a pas fait, je sais. Non. Voilà. Et donc, les études sont disponibles. Les études sont disponibles pour savoir ce que peut coûter 1 kilomètre de route. Et c'est justement parce que nous avons fait cette étude que nous sommes en train de toucher les différents coûts des intrants. Il est question pour nous de jouer sur les coûts des intrants pour nous assurer que le coût de la route va diminuer. Donc, à vous écouter, le coût actuel est un coût normal. C'est ce que vous essayez de nous dire. Et le coût actuel, il est normal en rapport avec les coûts des intrants et le dimensionnement qui est fait. Mais alors, moi je répète, l'étude que vous avez menée, ce sont les études pour évaluer les quantités, pas les prix. Puisque les prix se fixent, ce n'est pas le maître d'ouvrage qui fixe les prix. Les prix se fixent à la commission. Non, les prix ne se fixent pas à la commission. Chaque soumissionnaire élabore ses prix. Chaque soumissionnaire élabore ses prix. Au ministère des Travaux publics, nous avons des prix de référence. Lorsque nous réalisons les coûts prévisionnels de réalisation des infrastructures, nous avons des prix que nous avons élaborés et qui nous permettent de faire ces estimations-là. Donc, moi, je veux comprendre, les prix là viennent d'où? Ce ne sont pas les prix moyens Il ne s'agit pas des prix moyens, il s'agit des prix que nous avons élaborés sur la base des coûts des intrants. Et c'est pour ça que lorsque nous avons donc constater que ces coûts des intrants ont un niveau de prix assez élevé, nous avons donc pris l'option de jouer sur l'acquisition de ces intrants-là pour ramener les coûts à la baisse.
Alors, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. On a parlé de la loi du moins 10 ans. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup développé autour de la question, mais on a permis aux journalistes d'en parler et c'est dans la rubrique édito. Pour ou contre la loi du moins 10 ans? Il faut savoir c'est que les marchés publics sont des projets en général et que les projets se développent sur les 3 critères que sont la qualité, les délais et les coûts. On va parler comme au quartier. Le moins cher est toujours cher. Les marchés publics en général au Cameroun sont une source de problèmes. On ne peut pas juste aborder la question de l'aménagement des marchés publics sur le strict prisme des coûts, parce qu'en réalité, les coûts dépendent de plusieurs ensembles de facteurs. On a vu des cas qui sont les gens dans ce pays. On commence avec un projet et puis il ne s'achève pas. Il continue avec des rallonges budgétaires qui, ma foi, n'ont pas de sens. Moins 10 ans veut dire celui qui propose un service moins coûteux par rapport à un autre qui est son concurrent. On comprend bien la volonté de l'État qui est de réduire au maximum les dépenses pour réaliser un projet. Le problème, cependant, c'est que dans cette affaire de moins 10 ans avec les marchés publics, c'est qu'à la fin, on se rend compte que l'État est amené à dépenser parfois 2 ou 3 fois plus. Il faut déjà que les gens qui sont appelés à attribuer des marchés aient une connaissance claire du domaine dans lequel le marché est attribué afin de pouvoir identifier si les coûts qui sont proposés par le prestataire sont plus élevés ou sont moins élevés. Et puis, il faut aussi qu'on puisse s'assurer que les prix qui sont fixés par le prestataire tiennent compte aussi de la méthode avec laquelle le gouvernement va décaisser les financements. Le moins cher est toujours cher. Moi, personnellement, je ne suis pas pour. Cette loi-là doit être revue. Au lieu du moins 10 ans sur le plan de la forme et du coût, on doit plutôt focaliser sur celui qui présente les meilleures garanties en termes de capacité de réalisation. C'est-à-dire quoi? L'expérience sur le terrain de ces réalisations. Deuxième opération, la capacité matérielle. Est-ce que cette entreprise-là est capée? Est-ce qu'elle a l'instrument nécessaire pour arriver à réaliser le projet en question? Les prix tiennent compte aussi des facteurs financiers, des facteurs de temps. On ne peut pas juste dire qu'il faudra qu'on donne le projet à l'entreprise qui a proposé le plus faible prix. Il faut qu'on s'assure qu'à qualité égale, à temps de travail égal, nous avons le prix le meilleur. Donc ce n'est pas qu'une question de coût, c'est aussi une question de temps, c'est aussi une question de qualité. Chrislien, je viens de le dire, c'est aussi une question de qualité. Alors, est-ce que la loi du moins 10 ans a montré quelques limites? Est-ce qu'elle commence à montrer des limites? Véritablement, en fait, moins 10 ans ou pas moins 10 ans, lorsque, dans la procédure de passation des marchés, on identifie le moins 10 ans, s'il a des capacités techniques, s'il a les capacités techniques requises pour exécuter les travaux, on peut lui attribuer le marché. Mais il se trouve que les gens se focalisent sur le moins 10 ans comme si, quelle que soit la qualité technique du moins 10 ans, il faut lui attribuer le marché. Véritablement, on attribue le marché à l'entreprise qui est techniquement compétente et qui a le coût le plus bas. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous avez observé sur le terrain, Aboudi Outou? Bon, moi, enfin, ce que j'observe sur le terrain, c'est une absence de maîtrise à la fois des coûts et de la maturité des projets. Je reviens sur les coûts. Lorsque le directeur me dit qu'ils font des études, je prends l'exemple de l'autoroute Simalène-Yaoundé, race campagne, marché de base, 36 milliards. Et puis, marché de base qui commence en 2014 et puis en 2021. Je lis dans le document bilan d'exécution des grands projets qui est annexé à la loi des finances, que cette route-là nous a coûté jusqu'ici 196 milliards. Ça fait quand même le marché de base multiplié par 5 fois. Je me pose des questions, monsieur le directeur. Véritablement, c'est un dossier dont je n'ai pas la maîtrise parce que c'est un dossier qui est géré par le MINDU. Mais vous êtes le ministère est vice-président de la commission de suivi et c'est le ministère des Travaux publics qui a réalisé les études et le ministère des Travaux publics est ingénieur
de l'État, c'est-à-dire maître d'œuvre dans tous les projets d'infrastructure. Donc vous ne pouvez pas vous débiner. Non, ce n'est pas que je me débine. Je suis en train de dire que c'est un projet dont je n'ai pas la maîtrise et je ne peux pas réagir à vos commentaires. Juste pour finir, concernant l'entretien routier, monsieur le directeur général, la Brigade nationale des travaux en régie travaille depuis quelques temps, mais on ne la voit pas partout, cette brigade. Est-ce qu'elle a suffisamment de moyens pour pouvoir travailler? Véritablement, la brigade a quelques équipements. Est-ce qu'elle travaille de manière optimale? La brigade a quelques moyens pour travailler. Il y a du matériel pour les routes en terre et un minimum d'équipement pour les routes bitumées, pour pouvoir faire les points à temps et ainsi de suite. Ce matériel, on ne peut pas dire qu'il est suffisant parce que dès lors qu'il est déployé sur un chantier, si jamais il y a une urgence à lever ailleurs, on devient inefficace. Donc véritablement, il est intéressant que le matériel, que les équipements de la brigade soient renforcés et cela permettra à coup sûr de pouvoir voir les effets de cette activité sur le terrain. Il faut noter que la brigade n'a d'équipement qu'au niveau national. Nous avons 10 brigades régionales qui pour le moment ne sont pas équipées. Donc de proche en proche, si ces brigades régionales sont équipées, on pourra voir l'efficacité des travaux en régie sur le terrain. Merci. Et maintenant, place à une autre rubrique, les unes du lundi. Et nous retrouvons Daniel Menanga. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Lucrèce. Bonsoir aux invités. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce jour. Et on va commencer avec Cameroun Tribune qui indique que la coopération entre le Cameroun et la Turquie atteint sa vitesse de croisière. Au terme de son séjour au Cameroun, l'ambassadeur de Turquie, Aïssé Saras, a été reçu en audience au Palais de l'Unité vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya. Occasion pour les deux personnalités de faire le point d'une coopération bilatérale en plein essor. C'est à lire entre les pages 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune ce lundi. Intégration par de gouvernance mondiale en avant toute, illustrée par 6 femmes d'exception, en décidant d'échapper à l'image d'elles-mêmes que leur tend le miroir de leur époque. Elles portent le souffle ascendant de la femme africaine au sein des instances internationales à la faveur de la 36e journée internationale de la femme. Intégration a revisité leur profil et parcours en leur donnant la portée d'une histoire universelle. Dossier à lire de la page 6 à la page 7. On continue dans la mouvance de la commémoration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Ladies News déroule le tapis rouge à Luisette René Toby, celle qui fait honneur au Cameroun et à la femme camerounaise. Après un brillant parcours dans le milieu du sport de haut niveau et au sein de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, Conféges, en tant que directrice adjointe des programmes EPS Sport, Luisette René Toby, épouse Eta Mendedi, trône depuis la soirée du 26 février 2021 à la tête de cette institution internationale de l'espace francophone. Gouvernance encore, l'économie report présente un guide pour optimiser l'exécution du BIP. Il a en fait été élaboré par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire dans un contexte où le budget d'investissement public affiche ces dernières années des performances peu satisfaisantes. Et la crise qui s'ajoute à ce contexte-là, donc, défi actuel de rappeler, Covid-19, la deuxième vague se précise. Les chiffres de contamination et de décès liés au coronavirus repartent à la hausse. Le bi-hebdomadaire de François Bambou propose une interview du ministre de la Santé publique. Par ailleurs, le ministre des Finances lance un audit des dépenses liées au Covid-19. Ecomatin nous parle du secteur bancaire. L'État injecte 47 milliards de francs CFA pour sauver 2 banques privées de la faillite. Puis Chambre d'agriculture, les défis de Martin Minjos Momeni, le nouveau président de la Chambre d'agriculture. Il devra, rappelle Ecomatin, défendre auprès des pouvoirs publics les intérêts des filières agricoles, pêche, élevage et sylvicole, et d'autre part de faire aboutir le projet de création d'une micro-banque agricole.
Éco-Santé parle de partenariat public-privé. Manaouda présente la couverture santé universelle au patronat. C'était le 26 février à Douala. Les avantages de la CSU sont de renforcer l'équité, accroître l'accès aux services sociaux de base, protéger les populations contre les risques financiers en santé, en particulier les personnes vulnérables. C'est à lire en page 4 dans le journal de Joseph Benboum. The Guardian Post Daily says Ninche begins campaign to succeed Frundi with missive to OC, plus Mount Cameroon Race of Hope new winner image. Ali Mohamedou and Mildred Kitan in the female and male categories of the race run on Saturday. Et puis nous poursuivons avec Mutation, le quotidien de la South Media Corporation, qui nous parle donc de cette lettre au Congrès américain. Joshua aussi s'explique. En sport, Ligue 1, Ligue 2, les championnats ont repris, comme on le sait. Également à la une de Mutation et Nécrologie, le pari de Pascal, le capitaine d'industrie Pascal Monkam, est décédé samedi dernier en Afrique du Sud. La success story d'un bâtisseur qui a commencé par le petit commerce. L'hommage émouvant de son fils Alain Christian Monkam à lire dans les pages de Mutation ce lundi 1er mars. Et puis nous allons terminer Lucrèce avec cette toute nouvelle publication que vous retrouverez dans les kiosques ce lundi. Jeunesse Actu, sport, prestations salutaires des Lions de moins de 20 ans face au Black Satellite. Et voilà. Merci Daniel Menanga, merci messieurs d'être venus. C'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Bonsoir.